Bonjour à tous, Justine Thibault, je suis expert comptable élue du Conseil régional de l'Ordre d'Occitanie en charge de la commission communication. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Maté Compliance, qui est un partenaire de l'Ordre depuis maintenant plusieurs années, sur lequel nos cabinets peuvent compter pour nous apporter une expertise précise. Vous pourrez également les retrouver lors de l'AG de l'Ordre, hein, le 13 novembre à Montpellier, au Quorum de Montpellier. Je vais leur laisser la main pour vous présenter le sujet du jour, donc, qui traite des nouvelles mentions sur les factures en matière de TVA. Je vous laisse la main. Merci beaucoup, Justine. Merci à vous. Merci à l'Ordre des experts comptables Occitanie de nous permettre ce webinaire et d'être à vos côtés une fois de plus. Donc, nous allons parler en effet des nouvelles mentions factures liées à la facturation électronique et au CIBS. Vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet questions. On essaiera d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin. On prendra un temps d'échange. Vous allez aussi recevoir le support et le lien du replay. On vous l'enverra d'ici la fin de la semaine, demain, en principe. Voilà. Donc, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit rappel de qui nous sommes. Maté Compliance, donc on est une société spécialiste de la TVA intracommunautaire. Notre pôle compliance a été créé il y a plus de 30 ans. À la base, nous sommes une entreprise familiale qui existe depuis 1950. Le pôle compliance depuis plus de 30 ans. Nous sommes une soixantaine, experts de la TVA internationale, avec des métiers principaux et experts, à savoir la déclaration des MMB ERTVA. Nous sommes les premiers tiers déclarants France. Nous sommes également spécialistes de la représentation fiscale avec EasyTax. Nous faisons l'immatriculation des sociétés partout en Europe et nous occupons des déclarations de TVA locales. Donc, tout comme pour les MEBI, ERTVA, nous allons à chaque fois vous mettre en copie des déclarations pour rester toujours en cohérence avec vos CA3. Nous faisons également des assistances réglementaires, des audits, des cartographies de flux. Quand vous avez des clients avec des opérations assez complexes, nous nous posons et nous vous donnons les règles opération par opération. Et enfin, nous faisons des formations autour de la TVA, de la douane et également de la facturation électronique. Alors, pour ce webinaire, nous allons être accompagnés de Chloé Gobert, qui est notre spécialiste de la facturation électronique, et de Inès Assante, qui est notre spécialiste TVA internationale. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler rapidement de notre prochain webinaire qui portera sur le MACF. Êtes-vous prêts pour la nouvelle réalité douanière? Donc, il se tiendra le 7 juillet à 11 h pendant une durée de 45 minutes. Au programme, donc, seront détaillés les secteurs et les produits concernés par la nouvelle mesure, le calendrier des obligations aussi bien pour 2026 que pour 2027 et du coup les impacts qu'il pourrait y avoir avec les risques douaniers et les points de vigilance. Donc, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on se rend compte que 2026-2027, il va y avoir des réformes, principalement le CIBS et la facturation électronique qu'on entend beaucoup parler. Et donc, la facture devient un sujet fiscal, elle l'a toujours été, mais d'autant plus aujourd'hui, un sujet informatique et opérationnel. Et on va voir dans ce webinaire comment articuler l'ensemble de ces nouvelles obligations à cause de ces nouvelles réformes. Donc, on débriefera dans un premier temps du CIBS. Qu'est-ce que le CIBS et quand va-t-il être mis en place? Facturation électronique, une révolution pour 2026-2027. Voilà, un petit rappel de ce qu'est la facturation électronique. Ce qui va en découler, donc les nouvelles mentions sur facture. Et Chloé nous fera un débriefing sur le e-reporting e-invoicing, comment éviter les rejets de factures et un focus sur les cas d'usage.
Pourquoi on a décidé de faire ce webinaire et de rappeler et de mettre en avant les nouvelles mentions sur facture? Parce qu'il y a des risques pour les entreprises. Risques en cas de facture erronée, évidemment, des pénalités, des remises en cause des exonérations et des régimes particuliers, des rejets automatiques de factures dans le cadre de la facturation électronique, des blocages de paiement, ce qui peut entraîner évidemment des impacts au niveau de la trésorerie des entreprises et des contrôles fiscaux, vu qu'avec la facturation électronique, il y aura des détections d'anomalies beaucoup plus rapides. Donc, première partie sur le CIBS, qui concerne donc une nouvelle codification des règles de TVA. Alors, le CIBS, donc le Code d'imposition des biens et services, on pourrait croire que c'est un nouveau code, sauf qu'il est déjà assez vieux, puisqu'il a quelques années et qu'il a été institué par l'ordonnance de 2021. L'objectif de ce nouveau code, c'était de regrouper l'ensemble des dispositions relatives aux impositions indirectes qui étaient dispersées dans différents codes jusqu'à présent. On remarque par exemple que les dispositions relatives aux assises sont déjà intégrées depuis quelques années dans le CIBS. Qu'est-ce qui va nous concerner prochainement? Ce sont l'ensemble des dispositions relatives à la TVA qui vont être transférées du Code général des impôts vers le CIBS. Objectif second, moderniser et simplifier la législation fiscale et clarifier la portée de chaque disposition. Comment les articles vont être plus courts et mieux ciblés. L'impact que ça va avoir, c'est qu'on va passer de 230 articles dans le Code général des impôts à plus de 1000 articles dans le Code d'imposition des biens et services. Donc, on voit qu'il y a quand même une multiplication des articles qui ne va pas complexifier puisque finalement, les articles vont être plus courts, donc vont être plus simples à comprendre dans la logique. Et dernier objectif de cette transposition et de cette recodification, c'est de consolider l'alignement avec le droit et la jurisprudence de l'Union européenne, puisque des principes européens vont être intégrés dans notre droit interne dans le cadre de cette recodification. À noter que c'est une recodification à droit constant. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les règles de fond de la TVA ne vont pas être modifiées. Il faudra juste s'adapter à de nouveaux articles de loi. À noter toutefois qu'il y a quand même un changement en termes de terminologie, beaucoup de terminologies différentes entre le CGI et le CIBS. Par exemple, on ne parlera plus de DES, mais d'état récapitulatif des échanges intra-européens. Donc, il faudra s'y faire au fur et à mesure. Quand est-ce que cette recodification va être mise en place? Initialement, c'était prévu au 1er septembre 2026. On a eu quelques informations de la part de la DGFiP qui a annoncé un report au 1er janvier 2027. Ce n'est pas encore officiel, ce sont des bruits de couloir, mais il y aura sûrement une information officielle vers octobre 2026. À noter qu'il y aura quand même une période de tolérance pour les mentions factures jusqu'au 31 décembre 2027 pour que les entreprises puissent s'adapter. Deuxième réforme importante qui va intervenir courant 2026-2027, c'est bien entendu la facturation électronique. Je pense que tout le monde a entendu parler de la facturation électronique. Elle est structurée autour de 3 piliers. Du e-invoicing, donc la facturation électronique obligatoire entre des assujettis établis en France, et donc la transmission des factures via une plateforme agréée. Le deuxième pilier, le e-reporting, qui là concerne la transmission de données pour les opérations entre B2B et B2C, B2C et B2B à l'international, et enfin les données de paiement. Qu'est-ce que ça va permettre? L'ensemble de ces données, c'est un contrôle automatisé des données de TVA et une exploitation des données quasi en temps réel. L'objectif, évidemment, c'est d'éviter la fraude et que l'administration fiscale ait connaissance de l'ensemble des flux économiques. On va donc passer dans le cadre de cette réforme de la facturation électronique d'un contrôle déclaratif, c'est-à-dire d'un contrôle a posteriori sur la base des déclarations, à un contrôle transactionnel automatisé quasi en temps réel. Comment
ce contrôle en temps réel va pouvoir être fait par la collecte, comme je vous ai dit, des données, donc données de facture, données de transaction, données de paiement. Toutes ces données vont permettre des croisements et des rapprochements entre les achats, les ventes, les dates de paiement et les dates de facture, et la cohérence des montants hors taxes, TVA et des taux appliqués. Tous ces éléments vont être exploités par l'administration fiscale et vont permettre de détecter des anomalies, de vérifier la territorialité des opérations et donc de détecter des incohérences, évidemment. Ce qui va engendrer des contrôles beaucoup plus poussés, beaucoup plus rapides et donc d'éviter logiquement les fraudes. Je vais laisser la main à Chloé pour nous expliquer un petit peu le champ d'application du e-invoicing et du e-reporting. Merci Inès. Alors, dans le cadre de la réforme, nous avons, et vous êtes, je pense maintenant un petit peu au courant, du champ d'application, donc des factures et de la réforme, à savoir tout d'abord le e-invoicing, qui va concerner l'envoi de factures au format structuré entre deux assujettis établis en France. Donc, c'est vraiment un échange de factures entre un client et un fournisseur, tous les deux des clients et des fournisseurs professionnels établis en France. Et là, on rentre vraiment dans le champ du e-invoicing. Et c'est là où on va devoir vraiment structurer nos factures au format électronique. Donc, progressivement, à partir de 2026, enfin du 1er septembre 2026, et date butoir en fait de transition pour tout ce qui est PME et petites entreprises, 1er septembre 2027, vous allez devoir envoyer à toutes vos sociétés, à tous vos clients établis en France et professionnels, des factures au format structuré selon la norme EN 16 931, avec 3 formats qui sont aujourd'hui 3 formats autorisés en France, qui sont l'UBL, le CI et un format que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est un ersatz du CI, qui est le Facturex. Donc ça, c'est le premier volet. Et en même temps que vous envoyez vos données en format structuré via votre plateforme agréée, qui est finalement, ces factures, en même temps, l'administration fiscale, la plateforme agréée va extraire à peu près une trentaine d'informations de ces factures afin de les transmettre en temps réel à l'administration fiscale. On appelle ça le flux 1. Donc, c'est vraiment une vision globale de ce qui est facturé avec des éléments transmis en temps réel à l'administration fiscale. Premier pan. Deuxième pan de la réforme, celui-ci est un petit peu moins connu, mais quand même, il commence un petit peu à soulever des questions. C'est le fameux e-reporting. L'administration fiscale souhaitant avoir une vision globale de tout ce que les sociétés facturent ou de toutes ces opérations soumises à TVA, donc également ce que les sociétés peuvent avoir comme flux entrant soumis à TVA en France, l'administration va donc vous demander aux sociétés de structurer des e-reporting. Qu'est-ce que sont les e-reporting? C'est plus ou moins, on va voir un petit peu plus en détail, la même chose que le e-invoicing, sauf que vous n'allez plus transmettre à l'administration, via les plateformes agréées, des factures. Vous allez continuer d'envoyer vos factures à vos clients établis hors de France en format PDF, Word ou Pigeon Voyageur si vous le souhaitez. Et vous allez continuer également, quand vous êtes face à du particulier, de distribuer des facturettes à vos particuliers. Là-dessus, ça ne changera pas. Toutefois, vous allez devoir reporter à l'administration fiscale, donc structurer des données de manière électronique avec la même granularité et les mêmes informations. Vous allez voir la même structure, la même nomenclature des données dans des formats structurés que vous allez ensuite déposer dans votre plateforme agréée qui vont ensuite les transmettre à l'administration fiscale. Vous avez donc ces fameux e-reporting et en fonction de votre option sur les débits, de ce que vous réalisez, de la typologie d'activité, vous pouvez avoir des e-reporting qui sont vis-à-vis des sociétés établies hors de l'Union européenne, hors de France, excusez-moi, mais également des e-reporting sur ce que vous achetez à ces sociétés hors de France, dès que la TVA est due en France. Et vous avez également donc des e-reporting sur les données de paiement, lorsque vous réalisez
des activités ou des opérations qui sont soumises à TVA sur encaissement avec TVA ou à auto-liquidé en France, vous devrez faire des e-reporting sur les données de paiement. Et d'autres types d'e-reporting, ce sont les e-reporting sur les opérations B2C, donc vis-à-vis de particuliers. Et là, idem, vous allez devoir structurer donc des e-reporting. Donc, c'est toujours la même chose. On structure ces données. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans l'avancement du webinaire comment on structure. Et puis, on va donc transmettre ces fichiers structurés avec une nomenclature des données, un petit peu comme vos factures électroniques, à votre plateforme agréée qui ensuite va les transmettre à l'administration fiscale. Donc, finalement, comme l'expliquait Inès, toutes vos opérations seront connues, sues par l'administration fiscale. Et la manière de structurer, que ce soit les données dans vos factures, que les données dans vos e-reporting, est essentielle afin de communiquer les bonnes informations à l'administration fiscale pour ce contrôle automatisé. Super, merci Chloé. Donc, on va voir dans cette troisième partie les impacts de ces deux réformes sur les mentions sur facture, puisque des impacts il y a. On voit quand même qu'il y a une continuité du cadre légal. Peu importe que la facture soit soumise par voie électronique, au format papier ou PDF, elle doit comporter l'ensemble des mentions obligatoires prévues par la réglementation française, réglementation qui est issue du Code général des impôts et du Code de commerce. Et comme tout le monde le sait, je suppose, toute erreur ou omission de mention sur facture est passible d'une amende de 15 € par mention. Donc, ça peut vite monter et vite chiffrer. Et on remarque dans la pratique que finalement, il y a beaucoup de mentions qui sont oubliées, et notamment des mentions d'autoliquidation quand on est dans le cadre d'opérations internationales, des mentions d'exonération, de régimes spécifiques comme le régime de la marge. Donc, quel vont être l'impact de ces deux réformes sur les mentions sur facture? Premièrement, avec le CIBS, on voit que les mentions du CGI ne seront plus valables. Il faudra maintenant se référer au CIBS ou à la directive TVA. Et comme on l'a vu précédemment, un article du CGI peut aboutir à plusieurs articles du CIBS puisque l'administration a voulu rendre plus lisibles les dispositions et donc les scinder en plusieurs dispositions dans le CIBS. Donc, on voit, par exemple, pour les livraisons intracommunautaires, où on faisait référence habituellement à l'article 262 ter 1 du CGI, on passera maintenant à 3 articles du CIBS. Donc, nous, ce qu'on préconise à nos clients, c'est de faire référence à la directive TVA. Pourquoi? Parce que voilà, les références à la directive sont connues de tous, même dans le cadre d'opérations internationales. Donc, c'est beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple et ça permet d'éviter une panoplie d'articles relatifs au CIBS qui peut un petit peu embrouiller. À ça vont s'ajouter maintenant les nouvelles mentions relatives aux exonérations dans le cadre de la facturation électronique et donc les codes VATEX, qui sont bien des codes spécifiques à la facturation électronique. L'ensemble de ces nouvelles mentions doivent apparaître sous peine à la fois d'une amende, comme on l'a vu juste avant, mais aussi d'un rejet de facture dans le cadre de la facturation électronique. Donc, ce n'est pas sans impact. Il faut bien prendre en compte que ces mesures sont obligatoires. Je laisse la main à Chloé qui va nous faire un petit débrief sur le e-reporting et le e-invoicing, comment éviter les rejets de facture. Merci Inès. Effectivement, comme tu le disais, dans l'ancien monde, une facture pouvait être imparfaite. On pouvait être un petit peu créatif, entre guillemets, sur ces mentions. Elle était quand même envoyée, donc votre client la recevait et vous recevez quand même votre paiement. Aujourd'hui, les corrections, parfois vous les faisiez à la marge, manuellement, bref, ça restait un petit peu artisanal. Avec la facturation électronique, on arrête tout de suite. Aujourd'hui, tout ce qui se faisait de manière artisanale ne le sera beaucoup moins, on va dire, ça passera moins. Voire même, vous risquez donc des rejets, des factures. Attention, sachant que le nouveau dispositif de la facturation électronique, une facture peut être bloquée ou rejetée parce qu'une donnée structurée est absente, mal codifiée ou à défaut, une incohérence peut également engendrer le retour de l'administration fiscale.
Il est important de présenter ces nouvelles mentions pas comme un simple ajout cosmétique. En réalité, les données et les mentions vont devenir des données structurées. Une mention qui apparaissait avant sous forme de texte libre dans le cadre d'une facture PDF doit, dans de nombreux cas, être traduite dans un champ. Donc, c'est là où on a des BT, avec un code et une information structurée. C'est en ça qu'une facture électronique, enfin, le e-invoicing, qui est vraiment le cadre propre de votre facture électronique, maintenant a un mode d'emploi qui nous est fourni par la FNOR et qui appelle quand même pas mal de changements, d'évolution, d'intégration si vous avez un outil de facturation. Donc, la vraie difficulté des entreprises ne sera donc pas uniquement savoir quoi écrire sur la facture, mais comment porter l'information dans une facture et dans quel format le porter. Ce qu'il faut travailler aujourd'hui pour vous, c'est est-ce que mes factures sont conformes d'un point de vue juridique et d'un point de vue des mentions? 2, quelle est la qualité de mes données d'un point de vue structure? Est-ce que je dois les structurer? Si oui, comment? Est-ce que mon outil me permet de les structurer? Et 3e point, est-ce que l'outil qui me les structure, est-ce qu'il me les structure correctement? On va toujours garder en tête l'idée qu'une facture va devoir refléter la réalité économique de ce qui se passe. Donc, on va avoir des mentions qui sont intégrées dans des champs structurés. Elles vont devoir répondre à la norme européenne EN 16 931 et au profil appliqué en France. Par exemple, tu étais sur la slide d'après. Merci, c'est parfait. Type de facture. Demain, enfin avant, vous faisiez une facture, un avoir, une facture rectificative, bref, le RP le codait, ou à défaut, vous l'inscriviez sur votre facture et ça passait. Avec la facture électronique, ce code type, une facture va avoir un code type. Alors là, en fait, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir le capot de la voiture et de rentrer dans le moteur. Très souvent, vous n'allez pas, vous faites confiance à votre ERP, vous avez bien raison, et ça fonctionne tout seul. Si on veut rentrer un petit peu dans la technique, une facture standard va avoir un code type 380. Une facture d'avoir va avoir un code type 381 et une facture d'acompte 386. Jusqu'à présent, vous me dites, OK, avoir à compte ou facture classique, ça change quoi? En fait, ça va changer beaucoup d'informations parce que quand je vais envoyer une facture d'avoir, l'administration fiscale s'attend également à ce qu'il y ait d'autres données qui soient structurées, à savoir que mon avoir soit rattaché au code facture de ma facture initiale qui est donc annulée par l'avoir. Ou par exemple, si on va sur la slide d'après, vous avez également des codes métiers. Si je fais une facture qui est une facture finale après une facture d'acompte, quand je donne un code type acompte qui sera le 386, je vais devoir, quand je ferai une facture finale qui, elle, aura le code classique 380, mettre également un code métier que vous avez ici et qui serait par exemple le code B4 si je fais du bien et que c'est donc une facture finale après acompte, le code S4 si c'est une facture de service après acompte ou le code M4 si c'est une facture mixte, c'est-à-dire je facture du bien et du service, je ne sais pas trop, après une facture d'acompte. Donc, vous voyez que finalement, toutes ces typologies deviennent essentielles. Et donc, on va rentrer de manière très, très granulaire dans ce qui est facturé. Et ces informations sont transmises à l'administration fiscale pour plein d'éléments. Le premier, c'est que si vous faites du bien et du service ou du service, l'exigibilité de la TVA n'est absolument pas la même. Et gardez en mémoire que l'objectif, c'est quand même un objectif de contrôle de la TVA et donc de contrôle de l'exigibilité, afin que l'entreprise ne collecte pas la TVA sans la redistribuer à l'État en temps et en heure. Idem, dès que vous êtes sur des situations, ça intéresse beaucoup le BTP, de sous-traitance ou de co-traitance, là également, on va avoir des codes particuliers sur les factures. Ce sont des éléments importants, puisque ça va vraiment permettre de transposer la réalité d'une activité, la réalité métier. Donc, dites-vous qu'une facture, ce codage n'est pas neutre et qu'il va déterminer la manière dont le document sera compris dans le flux, traité par les plateformes et finalement analysé par l'administration.
Et on a exactement les mêmes typologies d'informations que l'on va retrouver dans le e-reporting. Si on commence à se poser la question de ce que je dois structurer dans le e-reporting, dites-vous que dès que vous êtes sur du e-reporting, c'est-à-dire que dès que je vais facturer un professionnel qui n'est pas établi, assujetti en France, mais hors de France, que ce soit dans l'UE ou de l'hors UE, idem, je vais devoir structurer des données. Ce n'est pas une facture que je vais structurer, puisque la facture, je vais la transmettre par le canal usuel avec lequel j'ai l'habitude d'envoyer. Mais ce sont des données. Mes données de facture, je vais devoir les transposer dans un fichier XML structuré avec exactement les mêmes informations. C'est-à-dire que je vais devoir donner les informations relatives au déclarant, moi, le vendeur, à l'acheteur. Donc, ça veut dire qu'il faut bien que je maîtrise mon acheteur, où je vais devoir, par exemple, donner, si c'est un acheteur établi dans l'Union européenne, son numéro de TVA. S'il n'est pas dans l'Union européenne, il n'a pas de numéro de TVA en principe. À ce moment-là, je vais devoir donner le code de sa raison sociale. Je vais devoir donner son pays. On va me dire, pas de problème, mes Bastières sont propres. J'ai le code, enfin, j'ai son pays. Attention, ce n'est plus un pays, c'est un code, c'est également une nomenclature particulière. Et là, on va attendre le code ISO à 2 chiffres du pays de votre client. Et puis, vous allez également devoir donner à la ligne ce que vous avez facturé. Donc, est-ce que c'est une facture finale? Est-ce que c'est une facture d'acompte? Est-ce que c'est une facture d'avoir? Bref, on retrouve plus ou moins toutes ces informations avec la ventilation de la TVA. Attention, dans le cadre du e-reporting, vous allez aussi devoir e-reporter dans ce flux qui est le 10.1, donc sur mes données de transaction, exactement les mêmes informations à l'achat. Dès que je suis à l'achat et qu'il faut que je liquide la TVA chez moi en France, je vais devoir aussi rentrer. Donc là, pour le coup, je vais subir, entre guillemets, ma facture fournisseur. Je vais devoir traiter ces informations et les reporter. Quel est mon fournisseur, quel est son numéro de TVA, s'il est en Union européenne, son code pays, et également expliquer les informations qu'il m'a facturées et comment j'auto-liquide la TVA chez moi. Donc ça, on le structure dans des fichiers et après, on les transmet à l'administration fiscale. Deuxième type de e-reporting, dès que vous êtes… Tu peux passer la slide suivante. Dès que vous êtes sur du particulier, vous êtes sur du e-reporting 10.3. Donc là, c'est dès que vous allez faire des ventes à des particuliers. Merci Inès. Dès que vous faites des ventes à des particuliers, là, vous n'allez pas pouvoir travailler sur la qualité de votre particulier. Bien entendu, vous ne pouvez pas donner toutes ces informations. Donc, ce qu'attend l'administration fiscale, c'est un autre format de fichier qui va être structuré de manière agrégée au jour le jour. Donc, vous allez devoir travailler sur ce que vous avez encaissé, enfin, ce que vous allez facturer, excusez-moi, parce que vous allez voir que c'est important. Ce que vous avez facturé au jour le jour est ventilé par devise, par taux, etc. Donc, on fait un agrégat et là, assurez-vous d'avoir des systèmes de caisse, des systèmes de facturation ou de gestion commerciale qui soient capables de produire ces agrégats de manière fiable, sachant qu'on ne va pas envoyer, quand vous avez plusieurs systèmes de caisse, ou je pense par exemple, le sujet s'y prête, à vos centres de loisirs et autres qui ont peut-être différents points au pôle de vente, que finalement tous ces agrégats soient remontés, concentrés et ensuite structurés de manière agrégée. Donc, faites vraiment très attention si vous avez différents points de vente sur un même sirène. Ça peut vraiment avoir un impact sur la qualité de la donnée fournie. Donc, ça, c'est les premiers types de e-reporting. Autre type de e-reporting, c'est dès que vous êtes sur le paiement. Donc là, c'est là où on va sur le flux 10.2 et 10.4. Donc, pareil, si vous avez des obligations de paiement, donc vous n'êtes pas à l'option sur les débits et que vous avez, donc, par exemple, facturé des acomptes ou à des professionnels qui ne sont pas établis en France, là également, vous allez devoir expliquer à l'administration fiscale que vous avez bien reçu, bien encaissé ces paiements. Donc là, pour le coup, c'est plus du déclaratif, du reporting sur base de ce que vous avez facturé, mais sur base de ce que vous avez réellement encaissé.
Et c'est exactement la même chose dès que vous êtes sur de la vente à des particuliers. Le e-reporting sur les données de paiement est aussi très important dès que vous êtes sur… Alors, quand vous êtes sur des ventes au comptoir, généralement, vous êtes payé au jour le jour. Donc, c'est beaucoup… Enfin, en même temps que vous émettez la facture, c'est beaucoup plus facile. Mais dès que vous êtes sur de la vente en ligne, etc., parfois, il peut y avoir un décalage. Et c'est vraiment très important pour vous de gérer ces différents flux. Et puis après, bien entendu, de se poser la question du est-ce que je suis aujourd'hui outillé, armé pour pouvoir structurer ces e-reporting de manière bien conforme à la norme. Donc, on arrête les fichiers Excel, on les structure avec la bonne nomenclature et après, on les pousse dans la plateforme agréée. La slide d'après va vous présenter un petit peu les fréquences. Et vous allez voir qu'en fait, pour des sociétés qui sont au régime normal mensuel, donc beaucoup d'entre vous, la fréquence est assez soutenue. C'est-à-dire que les e-reporting vont se faire donc dès qu'on est sur les données de transaction, que ce soit particulier ou professionnel, donc vente à des professionnels, par décade. Donc, on va vraiment travailler sur des fichiers du 1er au 10 du mois. On les prépare entre le 10 et le 20 et le 21, on les pousse dans la plateforme agréée. Également, enfin, chaque période, chaque décade, donc vous en avez quand même pour une société qui travaille bien, au moins 3 e-reporting par mois si vous faites uniquement du particulier ou du professionnel. Si vous faites de la vente à des particuliers et à des professionnels hors de France, eh bien là, vous allez tout de suite en faire à peu près 6, plus tous les mois l'e-reporting sur les données de paiement. Donc, ça devient vite une masse et un volume assez complexe. Alors, l'administration fiscale admet que nous ne fassions pas de e-reporting sur une période où il n'y a rien à e-reporter. Mais si vous devez e-reporter, c'est quand même important. Après, bon, bien entendu, on s'adapte. C'est-à-dire que dès qu'on est sur le régime simplifié ou en franchise, les délais sont adaptés avec une périodicité mensuelle ou bimestrielle. Toutefois, je signifie bien que ces e-reporting, c'est un complément, mais ça ne vous enlève en rien vos obligations actuelles. C'est-à-dire qu'on continue de faire ces CA3, les CA12, les MEBI, les DES, etc. Ça devient des obligations déclaratives additionnelles. Donc, préparez vos outils et structurez vraiment vos bastières. Est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Cette obligation va tomber en même temps que l'obligation d'émission de facture. Petit focus sur les cas d'usage. C'est un point essentiel parce que ces cas d'usage, finalement, c'est ce qui permet de traduire la réalité opérationnelle de la facturation dans le modèle de la réforme. Dans la vraie vie, les factures ne sont pas toujours simples. Il peut y avoir plusieurs commandes, plusieurs adresses de livraison, des tiers payeurs, des opérations avec mandat. Et finalement, l'AFNOR, qui est l'organisme de normalisation en France qui a travaillé sur ces cas d'usage, avait pour objectif, avec ce travail sur les cas d'usage, aujourd'hui on en a 44 à date, de standardiser ces situations afin que les mêmes problèmes soient traités avec les mêmes solutions. Avant de parler de cas d'usage, on va d'abord parler d'un cas nominal. C'est quoi le cas nominal? C'est un scénario de base. C'est quand un vendeur émet une facture à un acheteur. La facture est transmise via la plateforme agréée du vendeur vers la plateforme agréée de l'acheteur. Puis l'acheteur la reçoit, la traite, la paye. C'est le cas le plus simple. Les acteurs sont clairement identifiés. Un vendeur, un acheteur. La facture est très simple. Il y a un seul circuit de transmission. C'est vraiment le cas basique. Et c'est à partir de ce cas nominal qu'on va travailler sur le cas d'usage, c'est-à-dire c'est dès qu'on va commencer à s'éloigner de cette réalité. Ce que je tiens à rappeler, c'est que dans le cas nominal, là, quand même, la facture doit quand même être correctement structurée au niveau des données. Et donc, du cas nominal, hop, partons au cas d'usage. Et le cas d'usage, en fait, c'est dès que la réalité opérationnelle va dévier. Pourquoi est-ce qu'elle va dévier? Pour plein de choses, pour plein de schémas différents. Tout d'abord, on peut avoir un tiers qui peut intervenir, comme une centrale d'achat, un factor, un sous-traitant, un mandataire. On peut également avoir une modification du cycle de vie. J'ai un paiement anticipé,
j'encaisse que partiellement parce que la banque a rejeté le paiement, c'était un cas de vol, de fraude ou autre. Je peux également avoir une structuration beaucoup plus complexe de ma facture qui appelle à des sous-lignes. Je vends des kits, je veux ventiler, je livre à différentes adresses de livraison, etc. Le principe de la FNOR est clair et important. Au même problème, les mêmes solutions. L'objectif, en travaillant sur ces cas d'usage, c'est d'éviter que chaque entreprise ou chaque plateforme invente son propre traitement, sa propre solution. Et donc, on va travailler impact par impact sur ces cas d'usage. Le premier impact, c'est la structure de la facture. Comme je vous l'expliquais, parfois, certaines de vos factures vont appeler à des déploiements complémentaires dans vos outils de facturation. Par exemple, vous souhaitez expliquer, ventiler. Je vends un livre jouet, j'ai une partie livre, une partie jouet et je veux ainsi ventiler mon kit. Ça demande un champ étendu et une extension donc des blocs. Donc, on faudra utiliser un profil de facture étendu. Parce qu'aujourd'hui, mes outils me le permettent. Je souhaite vendre avec plusieurs lignes. C'est-à-dire que j'ai plusieurs numéros de commande ou plusieurs sites de livraison et je souhaite le ventiler dans ma facture. Cela aussi invite à plusieurs déploiements de vos systèmes de facturation. Autre option, deuxième impact, c'est la facture électronique qui n'est pas émise et reçue. Elle peut être, par exemple, payée, encaissée en avance. Je reçois mon paiement et après, j'émets ma facture. Et là également, ça demande, alors pas forcément des gros déploiements en termes d'outils de facturation, mais de bien connaître et recenser ces éléments afin de structurer, comme vous l'avez vu, l'information. Puisqu'une facture émise après paiement, c'est indiquer à l'administration cet élément. J'ai déjà encaissé ma facture et donc ma TVA. Et je vais devoir structurer cette information. Pour cela, je vais donc utiliser le code B2, S2 ou M2 et également travailler sur mon pied de facture avec un total du montant restant à payer égal 0. Et ce sont des informations qui seront transmises à l'administration parce qu'elle aura, elle, connaissance que vous avez déjà collecté la TVA. Autre élément qui, celui-ci, moi, me passionne, mais effectivement beaucoup plus difficile à structurer, c'est qu'on a des acteurs qui interviennent au milieu de ce cycle, dès qu'on a des tiers qui interviennent. Et à ce moment-là, il faut vraiment déterminer, identifier le rôle juridique précis de chaque acteur. Est-ce que vous êtes un tiers au milieu? Déjà, où vous vous positionnez? Et après, quel est votre rôle d'un point de vue juridique? Là, vous avez tous les cas recensés avec des tiers côté de l'acheteur. Et vous allez voir finalement qu'en plus, ces cas d'usage peuvent se superposer au sein d'une même facture. Dès que vous avez un tiers qui paye, dès que vous allez avoir, par exemple, un payeur qui va prendre en charge une partie de la facture parce que vous êtes subventionné, parce qu'une assurance va prendre une partie de la facture en charge, et même vous, à l'émission, exemple type, garagiste. Vous allez émettre une facture pour votre client, vous avez une partie qui va être prise en charge par l'assurance et l'autre prise en charge par votre client final pour un seul document. Et ça, pour le coup, vous avez besoin de le savoir et de le structurer en amont dans votre système de facturation. Dès que vous allez avoir des intermédiaires transparents, ce sont des éléments importants. Autre partie, c'est dès que vous avez des cas d'usage avec des tiers, côté vendeur. Là aussi, ceux-là ont été structurés. Donc, c'est dès que vous, à la vente, vous allez avoir recours à un tiers. L'exemple le plus classique, c'est dès que je vais donner mes créances, céder mes créances à un facteur, faire de la subrogation. Ça aussi, vous allez avoir un tiers qui va être bénéficiaire d'un paiement et il faut le structurer, l'informer dans votre facture. Dès que vous avez des factures dans le BTP avec de la sous-traitance ou de la co-traitance et que vous avez des délégations de paiement, c'est-à-dire que le titulaire du chantier ne va pas être payé lui, mais c'est le sous-traitant qui va être payé directement par le client final. Et donc ça, finalement, ça fait autant de flux d'informations qu'il faut structurer, soit via des informations dans la facture, soit via des cycles de vie ou même des accès à la plateforme agréée avec des délégations d'accès.
dès que vous avez des mandats de facturation, par exemple, il est important que la personne pour laquelle vous avez mandat, vous puissiez lui donner accès afin qu'elle puisse quand même voir les factures. Ou quand vous avez, par exemple, un mandat de facturation, que c'est votre client pour lequel vous facturez qui reçoit le paiement, qui est payé, à ce moment-là, pareil, il faut que vous ayez, vous, l'information qu'il a bien reçu le paiement pour pouvoir le valider. Bref, c'est autant d'enjeux qu'il faut connaître et c'est vraiment une analyse assez fine qui doit être faite d'un point de vue juridique pour connaître réellement votre rôle et les impacts que cela va avoir. Et donc, c'est comme ça qu'on va trouver le cas d'usage qui est le plus adapté à cette structure. Au-delà des tiers, l'AFNOR a recensé énormément de cas d'usage qui sont aussi nombreux et divers et variés qu'une société peut en rencontrer. Mais vous en avez forcément. Vous avez forcément des factures d'acompte et des factures finales. Vous avez forcément des frais collaborateurs. Vous avez forcément des opérations qui vont vous appeler à un cas d'usage. Et puis après, on peut aller très, très loin dans la granularité. On peut avoir les cas d'usage où on fait appel, par exemple, aux droits d'auteur, des cas d'usage où c'est plutôt du secret et au secret professionnel. Les cas qui concernent finalement le 438 avec des sous-lignes, des regroupements de lignes, les escomptes. Bref, tous ces éléments-là ont été traités, vus par l'AFNOR et je vous invite réellement à les identifier chez vous. Je ne connais pas une société qui n'en a pas. Et c'est vraiment important. Ça va de la structuration basique de la facture jusqu'à des déploiements à ouvrir, aussi bien dans vos outils de facturation qu'auprès des plateformes agréées. Et si on va un peu plus loin, vous allez voir un petit peu ce que l'on fait et ce que l'on identifie dans nos métiers. Et ça, j'adore cette partie-là. C'est vraiment une lecture technique de la facture. De prime abord, nous avons une facture ici qui est une facture d'avoir et qui est adressée à une centrale d'achat avec une livraison réalisée auprès d'un adhérent et plusieurs références de commande dans la facture. Une lecture purement visuelle du document pourrait conduire à dire c'est simplement un avoir avec plusieurs coordonnées. Mais comme vous l'avez compris maintenant, la réforme de la facturation électronique va vous nécessiter une décomposition beaucoup plus fine de cette facture. Le premier élément que je note, c'est qu'il s'agit d'une facture de correction. Ça veut dire qu'il va falloir identifier le bon type de document, c'est-à-dire dire que c'est un avoir. Donc, comme vous le savez maintenant, on est sur un code 381 et pas 380. Et également de rattacher cet avoir à la facture initiale. Donc, il faut que je m'assure que la facture initiale soit bien mentionnée, rattachée à cet avoir. Et enfin, de sécuriser la correction de la base taxable. Le deuxième élément, il existe plusieurs références de commande. On est donc dans une logique qui est le cas 1, c'est-à-dire multicommande. Ces références ne doivent pas être perdues en texte libre au sein du document. Il faut correctement les structurer au niveau de chaque ligne de manière distincte. Et enfin, cas que je préfère, c'est que cette facture est traitée par une centrale d'achat. Il va donc falloir déterminer de manière très précise quel est l'acheteur juridique, le tiers gestionnaire, le site livré et quelles sont les relations contractuelles entre elles afin de pouvoir trouver le bon cas d'usage dans lequel on va rentrer. Donc, si on va un peu plus loin, vous voyez ici les données à structurer parce que on est dans un cadre de facture d'avoir, on corrige correctement les montants et cette facture d'avoir va devoir suivre les mêmes règles de cycle de vie qu'une facture standard. On est dans une facture multicommande, donc est-ce que mon outil est en capacité de structurer à la ligne ces éléments? Et enfin, dernier point, la gestion de mon tiers et de ma centrale d'achat. Et ça relève du cas 11 avec un workflow où là, on a un vendeur qui aimait l'avoir, qui va la transférer à sa plateforme agréée d'émission. L'acheteur juridique reste le destinataire légal de la facture, c'est un point important. Et le tiers de traitement ne doit pas se substituer d'un point de vue juridique à l'acheteur, sauf si je suis sur un schéma contractuel assez spécifique. La centrale d'achat intervenant comme tiers gestionnaire, elle doit pouvoir accéder à la facture, la traiter et éventuellement transmettre les informations de cycle de vie selon l'organisation retenue
entre le vendeur, sa centrale d'achat et l'acheteur. Et puis, bien entendu, il faut aussi que je mentionne sur ma facture, effectivement, l'adhérent livré, le site bénéficiaire, puisque c'est quand même important. Donc, comment est-ce que ce cycle de vie, enfin, ce cas de figure très précis va être géré avec une adresse électronique qui devient finalement un outil de routage? Et je pense que vous commencez à recevoir des demandes de vos fournisseurs pour vouloir fournir, leur transmettre vos codes, enfin, vos mailles d'adressage. Eh bien là, pour le coup, typiquement, il faut vraiment y réfléchir en amont. C'est un élément essentiel, puisque dans ce cas de figure, c'est via l'organisation des mailles d'adressage que l'entreprise va pouvoir finalement router la facture et travailler avec sa centrale d'achat en fonction des services, etc. Voilà. Donc là, c'est vraiment un élément important pour vous et pour vos sociétés. Identifiez vos cas d'usage parce que ça va vous permettre vraiment de travailler sur les mentions à venir dans vos factures. Merci beaucoup Chloé et Inès pour toutes ces précisions. Il y a en effet beaucoup d'informations à intégrer. C'est tout nouveau et c'est pourquoi on a eu pas mal de questions. Alors avant d'en prendre quelques-unes, je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tous, juste rassurez-vous, on peut vous accompagner. Déjà, on a 2 formations sur le sujet. La première, c'est e-reporting et TVA internationale, c'est-à-dire qu'on reprend les bases de la TVA internationale avec toutes les opérations complexes ou les livraisons intracommunautaires, acquisitions intracommunautaires, et on donne toutes les normes e-reporting. On parle des cas d'usage principaux lors de cette formation. La deuxième formation, c'est carrément le déploiement de la facturation électronique au sein de la structure. Donc, c'est assez poussé et aussi très complet. Et enfin, on fait également des accompagnements sur mesure pour vos clients qui vont de l'audit, donc vraiment du diagnostic des systèmes d'information, d'une cartographie des opérations avec la mise en conformité TVA facturation électronique, c'est-à-dire qu'on va aborder tous les codes que vous avez vus, toutes les mentions factures, et on recensera également les cas d'usage. Et on peut aussi accompagner l'entreprise dans le choix de la plateforme agréée et les aider à mettre en conformité toutes les bases tiers. Ça va être très important. Et enfin, on a aussi une hotline dédiée facturation électronique. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous ai mis dans le chat le lien de ces services avec mes coordonnées si vous voulez qu'on en discute. Au niveau des questions, alors, il y a Claudine qui demande s'il existe un tableau de correspondance global CGI et CIBS. Alors non, il n'existe pas de tableau de correspondance globale, donc il va falloir chercher effectivement l'article du CGI concerné, où est-ce qu'il a été transposé. Il y a un tableau de correspondance, mais finalement, un article du CGI va correspondre à plusieurs articles du CIBS. Donc, il faudra recouper les informations. Merci. Elle demande également, pour les déchets, faut-il encore indiquer une mention puisqu'il n'y a pas de correspondance CIBS? Alors, pour les déchets précisément, je ne sais pas. Potentiellement, si on l'a pas mis, par exemple, dans le tableau qu'on a présenté, c'est que finalement, l'article a été potentiellement absorbé ou beaucoup trop granularisé dans le CIBS. Donc, ça comportait tellement d'articles que c'était presque impossible de tous les mettre. Quand on a plus de 20 articles, c'est pas très intéressant. C'est pour ça qu'en général, on préconise la référence à la directive. Et la directive, voilà, on met comme ça une mention. Ok. Béatrice qui demande, faudra-t-il disposer du numéro de TVA même quand c'est un client français? Effectivement, dans le invoicing, ça fait partie des mentions attendues. Ok, merci. Elena qui demande, que se passe-t-il si on se trompe de mention ou de code? Alors, 2 options. Soit on se trompe et que c'est une erreur dans ce qu'on appelle le schématron, c'est-à-dire que c'est mal structuré, c'est mal référencé. À ce moment-là, la facture va être bloquée. C'est comme votre numéro de sécurité sociale. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre des chiffres et des lettres, ça risque de bloquer. Vous ne pourrez pas accéder finalement à votre compte sécurité sociale. Donc, on est dans la même logique. Si on structure des informations qui sont attendues et qu'on n'a pas la bonne structure, à ce moment-là, ça va être bloqué et ça ne passera pas.
Donc, retour à l'envoyeur, vous ne pourrez pas transmettre votre facture à votre client ou votre e-reporting, si ce n'est pas sur la facture électronique, mais du e-reporting. Et à défaut, si effectivement vous vous êtes trompé dans les mentions et que c'est vraiment une erreur de codification, donc la mention n'est pas correcte, je ne parle pas de sa conformité, mais de la version correcte, eh bien vous allez donner à l'administration des informations incorrectes. Avec un risque de contrôle, bien entendu, puisque des éléments… En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avant, on travaillait sur un petit peu au volume et par sondage. On allait sur des volumes, des éléments et on trouvait des factures. Et puis voilà, là, demain, vous allez donner l'intégralité des informations. Avec l'IA et avec le data mining, comme expliquait Inès, on va être en capacité d'avoir une analyse qui va être beaucoup plus performante de l'intégralité de vos factures. Donc, une mention erronée, ce n'est pas grave. En revanche, une mention erronée sur un flux de factures conséquent, c'est un peu plus embêtant. C'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier, sécuriser les paramétrages dans ces outils. C'est très clair. Merci Chloé. Marie qui demande, vu que les plateformes agréées ont été faites pour la facturation électronique, les codes doivent être respectés. En d'autres termes, est-ce à nous de contrôler les codes type ou de base rattachés à la facture? Et notre rôle est de bien choisir le code, car sinon nous allons devenir des programmateurs plus que des experts comptables. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que les plateformes agréées ont été immatriculées, certes, mais elles ont été immatriculées sur un volet qui est très particulier, c'est la capacité d'extraire l'information, de la transmettre à l'administration ou de transmettre une facture. Mais ce ne sont pas des fiscalistes, ce ne sont pas des juristes, ce sont encore moins des experts comptables. Donc, à aucun moment, ils ne prendront la responsabilité fiscale de ce qui est dans votre facture ou de ce qui est dans votre e-reporting. Cela a été dit, répété, même au Congrès national de la facturation électronique. Les plateformes agréées ne remplaceront jamais un expert comptable ou la sécurité de vos informations. Donc, à vous d'être serein avec ce que vous facturez. Le rôle de la plateforme agréée, c'est uniquement de transférer l'info. Tout à fait, Chloé, j'en profite pour vous rappeler que nous, justement, on peut vous aider à mettre tous ces codes, toutes les opérations de vos clients en conformité et de faire ce travail-là, justement. Sacha, qui demande également, ça revient un peu à ça, sur les premières plateformes agréées immatriculées, avez-vous déjà procédé à des audits pour savoir si elles respectent correctement l'ensemble de ces règles? Alors, toujours la même chose. Une plateforme agréée est immatriculée, elle est immatriculée par l'État, elle a passé des tests et des audits, donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, il y a toujours un risque, si jamais elle ne répond pas à ses obligations, qu'on lui retire son immatriculation. Donc, une plateforme agréée, du moment où elle est immatriculée, et d'ailleurs, allez sur le site du gouvernement, vous avez la liste des plateformes agréées immatriculées, il n'y a aucun problème. En revanche, il faut avoir conscience du périmètre de cette immatriculation. Et c'est toujours la même chose. Toutes les plateformes agréées ont été immatriculées pour le même service, c'est-à-dire transmettre les données entre deux assujettis, entre deux plateformes agréées et extraire les informations pour les transmettre à l'administration fiscale, suivre le cycle de vie de la facture et répondre aux 4 statuts obligatoires du cycle de vie. Tout le reste de ce qu'elle propose, et une plateforme agréée ne proposera jamais la même chose qu'une autre. Moi, c'est jamais appelé ça ce qui habille la mariée. Et donc, c'est en ça qu'il faut vraiment travailler sur le benchmark, aller vraiment à gratter là où ça fait mal, entre guillemets, parce que structurer du e-reporting, par exemple, elles n'ont pas été immatriculées pour ça. Gérer les cas d'usage, elles n'ont pas été immatriculées pour ça. Donc ça, c'est vraiment la partie additionnelle qu'une plateforme agréée peut gérer. Alors, ça peut être un super outil parfois, même par rapport à la gestion de votre trésorerie, à la gestion de vos flux de factures, ça peut être une aide. Et il faut le voir comme une aide. Ou à défaut, si chez vous, en interne, vous êtes déjà très bien structuré, ça peut être juste mettre en place un passeport. Mais en tout cas, les tarifs vont être différer en fonction de tous ces éléments-là. Voilà. Donc, tout l'aspect immatriculation, c'est vraiment le cadre juridique du passage de facture ou de la transmission de données à l'administration. Tout le reste, là-dessus, c'est pas immatriculé. Donc, là, pour le coup, c'est vraiment d'une plateforme à une autre, s'assurer de sa capacité à le faire.
Ouais, exactement, de bien faire une analyse des besoins de l'entreprise au préalable. On va prendre une dernière question parce que le temps nous est déjà compté. Donc, Franck qui demande, lorsque les cabinets sont fermés en août, par exemple, pour la TVA, on fait un acompte congé. Pour le e-reporting, comment faire quand le cabinet sera fermé? C'est un vrai sujet. Effectivement, normalement, alors si vous ne faites pas d'activité, pas de e-reporting puisque vous n'avez pas à e-reporter sur ces néant. Vous allez me dire, vous continuez votre activité au mois de juin, juillet, août. Effectivement, la France ne s'arrête pas de tourner. Et à ce moment-là, il faut effectivement trouver des solutions. Alors peut-être avoir un tiers déclarant qui peut s'occuper pour vous de filer vos e-reporting. Ça peut être une option. Mais effectivement, il faut continuer de faire ce e-reporting. Bon, sachant qu'on a quand même une période de tolérance, ça va commencer en 1er septembre, ça va se mettre en place très doucement et on verra d'ici l'année prochaine où on en est. Oui, on va voir ça aussi avec le temps des nouvelles organisations. Écoutez, pour les autres questions, on répondra par mail. Hein. Je vous rappelle que nous allons vous envoyer le support demain. Donc, un peu de patience et on répondra à vos questions. N'hésitez pas aussi à me recontacter si vous en avez d'autres. Si vous voulez approfondir des sujets, on peut en discuter. Nous sommes vraiment à votre disposition. Merci à tous de votre participation et nous vous souhaitons une très belle journée. À bientôt, au revoir.